So with the capture of Nicolas Maduro and the talk of Trump trying to take over Greenland, plus all those 51st state threats last year, I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. that suddenly propelled the question, is Canada under threat from the US? Well, not exactly, but many of the experts we spoke to are increasingly concerned by the moves from the Trump administration. Pendant des décennies, la souveraineté sur les régions reculées de l'Arctique a été traitée comme une question rarement traduite en action gouvernementale. À partir de 2025, cette tendance a commencé à changer de manière systématique. En octobre 2025, le gouvernement canadien a annoncé, lors d'une conférence technique tenue à Winnipeg, le déblocage immédiat de fonds pour la reconstruction et l'agrandissement du port de Churchill. Cette mesure figurait en tant que poste secondaire dans le budget fédéral. Mais elle a été mise en avant car elle a été présentée simultanément par 3 ministres, ceux de la Défense, des Transports et des Affaires étrangères, accompagnés de responsables de la garde côtière et de représentants du commandement militaire régional. La présence conjointe de ces secteurs a signalé quelque chose d'inhabituel. Le projet, traditionnellement considéré comme un projet d'infrastructure civile, était désormais officiellement lié à la sécurité nationale. Ce changement, bien que subtil dans les termes utilisés, a modifié la perception institutionnelle de l'importance de l'Arctique dans l'architecture stratégique canadienne. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui a été dit devant les caméras ce jour-là. Dès la semaine suivante, certains secteurs du gouvernement américain ont demandé des analyses spécifiques sur le contenu du projet présenté, en mettant l'accent sur les passages traitant des brise-glaces, de la capacité logistique permanente et de la modernisation de la chaîne d'approvisionnement pour les opérations dans des conditions climatiques extrêmes. Parallèlement, une note technique a circulé en interne au sein du département d'État, alertant sur des changements opérationnels significatifs dans le modèle historique de gestion de la souveraineté canadienne sur le passage du Nord-Ouest. Cet ensemble de réactions reflète la manière dont de petites actions administratives, dans des contextes géopolitiques spécifiques, peuvent modifier l'équilibre interprétatif d'anciens accords. La souveraineté canadienne sur les eaux arctiques est déclarée depuis 1946, mais n'a jamais été exercée de manière systématique. L'absence de ports fonctionnels, de patrouilles constantes et d'infrastructures de soutien rendait difficile toute prétention à un contrôle effectif. Concrètement, les navires étrangers traversaient la zone sans autorisation, invoquant l'argument qu'il s'agissait d'une route internationale. Selon les analystes de l'OTAN, l'annonce de 2025 marque le passage d'une souveraineté déclaratoire à une souveraineté opérationnelle. Ce changement modifie non seulement la position du Canada, mais aussi les conditions de réponse de tous les acteurs opérant dans l'axe polaire. Au cours des 50 dernières années, le passage du Nord-Ouest a été traité comme une impasse juridique contrôlée. Le Canada et les États-Unis avaient des sentiments et des interprétations opposées, mais évitaient les confrontations pratiques en maintenant le statut de faible utilité de la région. Cette logique a commencé à s'affaiblir à partir du moment où la fonte accélérée des glaces a rendu navigable, pendant des périodes plus longues, ce qui était auparavant considéré comme un corridor impraticable. Des projections indépendantes estiment que, d'ici le milieu des années 2030, la voie navigable pourra fonctionner, avec l'aide de brise-glace, pratiquement toute l'année. La présence croissante de navires chinois, russes et européens cartographiant la région a rendu l'incertitude juridique de moins en moins tenable. C'est dans ce vide que le gouvernement canadien a décidé d'accélérer les investissements, en liant explicitement le programme d'infrastructure au programme de souveraineté. La construction de ports en eau profonde, l'agrandissement des unités militaires dans le nord et la commande de navires polaires de classe lourde sont les 3 axes de cette politique d'affirmation. Plus que des réponses, il s'agit de créer les conditions logistiques qui rendent possible, d'un point de vue technique, l'exercice d'une autorité territoriale continue. Dans ses discours précédents, le Canada faisait référence au passage du Nord-Ouest comme à des eaux intérieures de droit historique. Désormais, les documents officiels se concentrent sur des termes tels que contrôle du trafic, réglementation environnementale obligatoire et facturation des services de navigation. Le vocabulaire révèle un changement fonctionnel. Il ne s'agit plus de prouver la propriété, mais de rendre visible et opérationnelle la propriété déjà déclarée. Ce changement, apparemment discret, pose des dilemmes aux États-Unis. Depuis les années 1980, la position officielle de Washington a été de reconnaître informellement l'autorité canadienne à des fins opérationnelles.
à condition que la juridiction formelle ne soit pas admise. Cet arrangement tacite a permis d'éviter les différends diplomatiques. Mais il est de plus en plus remis en cause par les changements sur le terrain. La mise en service de brise-glace, capables d'assurer une surveillance permanente, l'établissement de règles spécifiques pour la navigation et l'installation d'équipements de surveillance rendent l'argument de la liberté de passage moins applicable. Le gouvernement canadien n'a encore présenté aucune mesure restrictive, mais les experts en droit international, interrogés par des publications techniques, estiment que la simple existence d'infrastructures capables de conditionner le flux des navires modifie déjà la nature juridique de la route. La perception du risque stratégique s'accentue lorsque l'on observe la convergence de ces mouvements avec d'autres initiatives parallèles. Le même budget qui a rendu possible le projet de Churchill a également alloué des ressources à la réactivation de pistes d'atterrissage abandonnées, à l'installation de systèmes de surveillance aérienne dans des zones reculées, et à la construction d'un centre de commandement intégré pour les opérations arctiques. Ces mesures, prises isolément, pourraient toujours être interprétées comme des mises à jour administratives. Mais, prises ensemble, elles indiquent une réorientation systémique du rôle du Canada dans la région. Le pays cesse d'être un spectateur ou un agent protestataire, et devient un régulateur actif du trafic sur l'une des routes les plus prometteuses du siècle. La transformation n'est pas encore achevée, mais les premiers signes modifient déjà la dynamique institutionnelle qui prévalait depuis la fin de la guerre froide. Dans le passé, l'absence de structure empêchait toute imposition de règles. Aujourd'hui, la présence croissante de capacités locales modifie le calcul des risques pour les entreprises, les gouvernements et les alliances militaires qui souhaitent utiliser cette voie. Dans ce contexte, le silence de Washington n'est pas interprété comme un désintérêt, mais comme une hésitation stratégique face à un changement qui s'est produit sans confrontation et sans annonce formelle de rupture. Pour ceux qui suivent le fonctionnement réel des institutions, il est essentiel de comprendre comment de telles transformations se construisent progressivement et sans bruit, afin d'anticiper leurs conséquences. C'est précisément pour cette raison que des analyses continues et contextualisées aident à identifier les schémas avant qu'ils ne se consolident en faits accomplis. C'est dans ce contexte que l'analyse historique des conflits de souveraineté sur l'Arctique nord-américain prend une dimension opérationnelle inédite. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la position des États-Unis s'est articulée autour d'un principe interprétatif tiré du droit maritime international. L'idée que le passage du Nord-Ouest constitue un détroit international, ce qui garantirait la liberté de navigation sans restriction aux navires de toute nationalité. Cette interprétation a été réitérée dans des notes diplomatiques, des déclarations présidentielles et, à des moments critiques, par des actes délibérés de passage forcé, comme dans les cas emblématiques des navires blindés Manhattan en 1969 et Polarcy en 1985. Dans les deux cas, le Canada a protesté officiellement, mais n'avait pas les moyens logistiques ou diplomatiques d'empêcher la traversée. Le modèle d'asymétrie s'est consolidé alors que le Canada maintenait sa position selon laquelle la route faisait partie de ses eaux intérieures. Les États-Unis agissaient comme si la légalité dépendait de la capacité de mobilisation sur le terrain. À partir de ce moment, la relative stabilité du régime juridique informel entre les deux pays a commencé à dépendre de la faible importance économique de la route. Le gel prolongé pendant une grande partie de l'année, ajouté à l'absence d'infrastructures et au coût élevé des opérations dans des conditions climatiques extrêmes, réduisait l'attrait commercial de la région. Ainsi, le désaccord est resté latent, sans qu'il soit nécessaire de le résoudre formellement. L'accord de coopération arctique, signé en 1988, reflétait cette logique. Il ne reconnaissait pas juridiquement la souveraineté canadienne, mais établissait un mécanisme pratique. Les États-Unis informeraient le Canada avant le passage de leur brise-glace, sans que cela n'implique un changement de position juridique. Il s'agissait d'un pacte fonctionnel, fondé davantage sur la convenance géopolitique que sur la convergence normative. Pendant plus de 3 décennies, cet arrangement s'est avéré suffisant. L'érosion de cet équilibre a commencé progressivement. Tout d'abord, avec l'augmentation de la viabilité commerciale de la route, favorisée par le recul de la glace marine. Ensuite, avec l'intérêt croissant des puissances extérieures, en particulier la Russie et la Chine, pour l'exploitation de l'Arctique comme alternative stratégique au trafic, dans le détroit de Malacca et le canal de Suez. Les données du Conseil de l'Arctique indiquent qu'entre 2017 et 2024, le nombre de navires commerciaux non américains ayant demandé un enregistrement pour la navigation de recherche dans la région a augmenté de plus de 400%.
Même sans déclarer explicitement leur intention d'utiliser cette route de manière continue, la cartographie et l'étude technique des routes indiquaient un mouvement de préparation. C'est dans ce contexte de concurrence croissante que le Canada s'est vu contraint de réévaluer sa position, non seulement vis-à-vis des États-Unis, mais aussi vis-à-vis du système international dans son ensemble. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, en 2025, le budget fédéral canadien a alloué des ressources sans précédent à la mise en place d'une présence permanente dans l'Arctique. Le montant total approuvé dépasse les 7 milliards de dollars sur une période de 10 ans, avec des objectifs spécifiques. Acquisition de 2 brise-glaces de classe polaire, réactivation du port de Churchill avec une capacité opérationnelle en toute saison, installation de systèmes radars à longue portée, base logistique autonome sur le plan énergétique et connexion ferroviaire adaptée au transport de minéraux critiques. Selon les instituts de politique internationale, le Canada fait désormais partie du groupe de pays qui ont des prétentions actives sur l'aménagement de la région, laissant derrière lui sa position d'acteur réactif. Ce changement d'échelle a des répercussions institutionnelles directes. Tout d'abord, dans le cadre du NEORAD, le commandement conjoint de la défense aérospatiale du continent. Bien que le traité qui régit cette structure soit fondé sur la confiance mutuelle, il ne comprend pas de clause permettant de résoudre les différends en matière de souveraineté territoriale. La coopération entre les systèmes de surveillance pourrait être affectée en cas de divergence sur l'autorité compétente pour une zone maritime donnée. Ensuite, au sein de l'OTAN, dont le Canada est un membre de longue date, et où les États-Unis exercent un leadership stratégique. À ce jour, l'Alliance n'a pas adopté de position officielle sur la nature juridique du passage du Nord-Ouest, mais cette neutralité pourrait être remise en cause si les capacités opérationnelles canadiennes évoluaient au point de restreindre, dans la pratique, la libre circulation des navires tiers. Et troisièmement, dans le domaine commercial, où les implications du contrôle d'une voie qui peut transporter des centaines de milliards de marchandises font de la question de la juridiction une variable centrale dans les contrats et les assurances maritimes internationaux. Les analystes canadiens observent qu'en l'absence d'une résolution juridique explicite, le facteur décisif tend à être l'opérabilité. La théorie juridique cède la place au contrôle de fait. Si le Canada parvient à établir des routines stables de patrouille, de perception de redevances, de fourniture de services portuaires et d'exigence de protocoles environnementaux, la fonctionnalité remplace la controverse. Cette logique étant connue en droit international sous le nom de principe d'efficacité, la reconnaissance d'une autorité se consolide sur la base d'une pratique soutenue et de l'absence d'opposition efficace. C'est cette dynamique qui semble se mettre en place dans l'Arctique canadien, même en l'absence de modification formelle des traités multilatéraux. D'autres pays de l'OTAN suivent attentivement cette évolution, en particulier la Finlande et la Suède, qui ont récemment rejoint l'Alliance, ont des intérêts directs dans la réglementation des routes nordiques, que ce soit pour des raisons de défense ou de viabilité logistique. Tous deux ont une longue tradition de coopération avec le Canada dans le cadre de missions en milieu froid, ainsi que d'investissements technologiques dans les systèmes de navigation polaire. Le rapprochement récent entre Ottawa et les gouvernements d'Helsinki et de Stockholm, qui s'est traduit par des exercices conjoints et des protocoles d'interopérabilité, indique qu'une nouvelle configuration de bloc pourrait être en train de se former au sein de l'Alliance Atlantique, non pas par rupture, mais par convergence d'intérêts régionaux. À partir de ces éléments, il est possible de comprendre comment la transformation initiée par une décision budgétaire nationale acquiert rapidement une dimension multilatérale. Ce qui était circonscrit au territoire canadien affecte désormais la stabilité interprétative des conventions maritimes, l'équilibre de la coopération militaire continentale et la définition même du rôle du Canada en tant qu'acteur normatif dans l'Arctique. Les réactions américaines indiquent que pour l'instant une hésitation entre deux stratégies opposées. Maintenir la position historique de négation de la souveraineté canadienne, ou s'adapter progressivement à une nouvelle réalité construite non pas par un traité, mais par des infrastructures. Cette ambiguïté profite au Canada, qui peut continuer à réaliser des progrès progressifs sans provoquer de réaction institutionnelle ouverte. Dans ce type de processus, où le changement est guidé par la pratique et non par la rhétorique, il est essentiel de suivre la progression factuelle. C'est précisément ce type d'analyse qui permet de comprendre pourquoi certaines disputes finissent par façonner le paysage géopolitique plus fortement que des événements publics très médiatisés. Parmi les spécialistes du droit de la mer, le débat sur le passage du Nord-Ouest a repris une place centrale, mais dans un cadre désormais plus prudent et technique que rhétorique.
La position classique des États-Unis continue de soutenir que la route doit être traitée comme un détroit international, notamment parce qu'elle relie des masses océaniques distinctes et qu'elle revêt une importance croissante pour la navigation mondiale. Néanmoins, des interprétations qui analysent l'Arctique canadien comme un cas en mutation dans lequel la réalité opérationnelle pourrait être en train de produire un nouveau régime de facto, même sans reclassification formelle acceptée par tous, commencent à gagner du terrain. Le conflit juridique naît précisément de la rencontre entre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le principe de l'effectivité territoriale, en particulier lorsqu'il s'agit de routes traversant un archipel sous souveraineté pleine et entière. Des avis académiques récents indiquent qu'il existe une base technique solide pour défendre l'idée que le corridor peut être interprété comme des eaux intérieures, compte tenu de l'alignement géographique des îles de l'archipel arctique canadien, dont la disposition crée une continuité naturelle qui permet de soutenir un argument de juridiction élargie. Cette interprétation, confinée pendant des décennies à des cercles spécifiques, revient en force à mesure qu'Ottawa transforme sa présence symbolique en présence structurelle, avec des infrastructures, une surveillance et des règles appliquées de manière continue. Pourtant, la communauté juridique reste divisée. Pour une partie importante des experts, l'installation de brise-glace, de systèmes de surveillance, de structures portuaires et de patrouilles fréquentes ne modifie pas automatiquement le statut juridique d'une route si celle-ci continue de relier deux mers et si elle reste utilisée dans une logique internationale. Dans cette optique, le droit n'est pas redéfini par une intensification administrative, mais par des critères déjà stabilisés dans la pratique internationale et dans la compréhension des corridors stratégiques. A l'inverse, certains juristes soutiennent que l'exercice persistant de l'autorité peut, avec le temps, produire un changement qualitatif, en particulier lorsque l'autorité cesse d'être occasionnelle et devient un régime quotidien. Sur ce point, la thèse de la transformation juridictionnelle progressive, selon laquelle il n'y a pas d'acte unique de rupture, mais plutôt une accumulation de décisions et de pratiques qui, au fil du temps, rendent la situation pratiquement irréversible par le biais du fait accompli, prend tout son sens. À Washington, le débat politique stratégique semble traversé par une tension interne. D'une part, il existe une résistance institutionnelle typique d'une puissance qui défend historiquement le principe de la liberté de navigation sans condition, notamment parce que l'acceptation de restrictions dans un théâtre d'opération peut ouvrir la voie à des restrictions dans d'autres. D'autre part, la logique pragmatique gagne du terrain, qui considère le problème comme une réalité opérationnelle, si les infrastructures, les secours d'urgence, les systèmes de communication et la surveillance effective sont sous contrôle canadien. Alors l'accès réel tend à être conditionné par le Canada, indépendamment de la position juridique officielle des États-Unis. Des sources liées à des instituts d'analyse de la sécurité indiquent que certains secteurs du ministère de la Défense examinent déjà des scénarios de risque liés à la perte progressive de la navigation sans restriction dans l'Arctique. La crainte ne concerne pas seulement la question du Canada, mais aussi la cascade stratégique que cela pourrait générer, offrant un terrain argumentatif à des puissances telles que la Chine pour soutenir des raisonnements similaires dans des domaines tels que la mer de Chine méridionale ou les routes indo-pacifiques. Même lorsque cette crainte n'apparaît pas dans les déclarations publiques, elle influence la réticence institutionnelle nord-américaine à admettre tout compromis. Cette friction crée un dilemme rare dans les relations bilatérales. Le Canada et les États-Unis entretiennent un partenariat consolidé depuis des décennies, avec une coopération économique intense et une convergence en matière de sécurité continentale. Néanmoins, le passage du Nord-Ouest introduit un type de désaccord structurel qui ne peut être résolu par des formules diplomatiques conventionnelles, car il implique la souveraineté territoriale, la doctrine maritime et la création de précédents internationaux. À mesure qu'Ottawa étend ses mécanismes opérationnels de contrôle, les États-Unis sont poussés à prendre une décision: maintenir une contestation juridique qui tend à perdre de son efficacité pratique avec le temps, ou rechercher un compromis normatif qui préserve la stabilité continentale sans compromettre les principes historiques qui sous-tendent la politique maritime nord-américaine. Au niveau international, la situation est suivie avec intérêt, mais avec prudence. L'Union européenne a déjà montré dans des documents antérieurs une certaine réceptivité aux arguments canadiens, notamment en les associant à la protection de l'environnement et au contrôle des risques dans les écosystèmes sensibles. Des pays comme l'Allemagne et la France ont un intérêt direct dans des routes arctiques prévisibles, d'autant plus que le dégel élargit les fenêtres de navigation et augmente la valeur économique du corridor. Dans le même temps,
ces puissances évitent les déclarations fracassantes afin de ne pas créer de friction directe avec Washington. Cet équilibre, bien qu'il semble neutre, fonctionne comme un terrain favorable au Canada, car il permet à Ottawa d'étendre sa présence institutionnelle sans entrer en conflit ouvert avec le discours multilatéral et sans provoquer de rupture explicite au sein du bloc occidental. Au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les experts alertent sur un problème supplémentaire. L'absence de position officielle sur le statut juridique de la route ouvre la voie à des comportements divergents entre les membres. Cela est particulièrement sensible dans les environnements polaires, où les incidents logistiques ou les interprétations contradictoires peuvent rapidement dégénérer. Un scénario souvent analysé implique l'hypothèse qu'un navire d'un pays allié traverse la route sans coordination avec Ottawa, invoquant la liberté de navigation. Dans ce cas, le Canada serait confronté à un autre dilemme: appliquer les règlements avec rigueur et cohérence, renforçant ainsi son argument juridique. Ou créer des exceptions parce qu'il s'agit d'alliés, affaiblissant ainsi la thèse de la souveraineté pleine et entière. Des simulations de ce type sont actuellement étudiées par des unités de planification et des centres tels que la Rand Corporation et le Canadian Global Affairs Institute, qui combinent la logistique polaire, les projections climatiques et les précédents pertinents du droit international. Un autre élément qui rend la situation encore plus complexe est la présence indirecte de la Chine en tant qu'acteur qui tente de se positionner dans le débat sans prendre d'engagement formel. Les rapports techniques chinois mentionnent désormais le passage du Nord-Ouest comme une route potentielle pour l'expansion commerciale polaire. En général, le langage utilisé évite de reconnaître explicitement la souveraineté canadienne, mais souligne que les restrictions à la libre circulation seraient incompatibles avec les principes du commerce international. Les analystes interprètent cette formulation comme une préparation stratégique en vue d'une contestation future. Et c'est là qu'apparaît une contradiction importante. Plus les États-Unis insistent sur le caractère international de la route, plus ils légitiment l'intérêt chinois, laissant ainsi à Pékin la possibilité de revendiquer une présence politique sur un sujet qui a toujours été lié à la sphère stratégique nord-américaine. Dans le débat interne canadien, la transformation ne se fait pas non plus sans tension. Les communautés autochtones et les dirigeants régionaux de l'Arctique avertissent que les investissements dans les infrastructures doivent tenir compte des droits d'usage ancestraux, des pratiques traditionnelles et des impacts environnementaux cumulatifs. Bien qu'une partie de ces groupes ait participé à des audiences publiques et à des processus de consultation, ils continuent de réclamer un rôle plus important dans la définition des règles opérationnelles et des mécanismes de gouvernance régionale. Le gouvernement fédéral répond par des promesses de consultation permanentes et de conseils régionaux de suivi. Mais la discussion reste ouverte. Cela renforce l'idée que, dans ce cas, la souveraineté n'est pas seulement un conflit externe, mais aussi un processus interne d'équilibre entre le centre politique et les périphéries stratégiques. Compte tenu de tous ces facteurs, le passage du Nord-Ouest devient un exemple typique de la manière dont des changements progressifs peuvent reconfigurer les régimes d'autorité. Même sans nouveau traité, sans décision judiciaire contraignante et sans déclaration multilatérale concluante. L'exercice continu du contrôle, la répétition des pratiques et la construction d'infrastructures peuvent, au fil du temps, redéfinir les contours de la légitimité, déplaçant le débat du domaine abstrait vers celui des faits consolidés. Ce qui est en cours n'est ni une négociation formelle, ni un différend déclaré, mais une réorganisation progressive du contrôle d'une zone géoéconomique critique qui tend à peser de plus en plus dans le XXIe siècle. Sur des sujets comme celui-ci, où la frontière entre permanence institutionnelle et changement structurel est extrêmement ténue, il est essentiel de suivre les développements avec une lecture rigoureuse. C'est précisément là que se révèle la valeur des analyses approfondies, axées sur les pratiques, les précédents et les transformations progressives, telles que celles que cet espace se propose de réaliser.